Bonjour à tous et bienvenue dans ce tour du monde virtuel organisé par Intermed. Aujourd'hui, nous restons en France et nous allons voyager le long de la Loire en remontant la Loire à partir d'Orléans sur une partie du Val-de-Loire entre Orléans et Gien. Donc, nous allons donc remonter cette Loire depuis Orléans et j'aurai l'occasion effectivement de vous présenter cette partie du Val-de-Loire, ce tronçon du Val-de-Loire, de vous faire découvrir ce fleuve, le fleuve Loire, ses richesses, sa beauté, sa topographie, mais également les paysages, les activités de ce Val-de-Loire, son histoire. Et puis, nous centrerons plus particulièrement, au fil de cette remontée de la Loire depuis Orléans, sur le patrimoine architectural, les monuments, en démarrant bien sûr par Orléans et sa cathédrale, mais en poursuivant sur Germigny-des-Prés, Saint-Benoît-sur-Loire, Gien, Sully, Gien. Et puis, nous terminerons en évoquant des écrivains contemporains qui ont décrit, qui ont parlé de la Loire, et puis également des peintres qui ont peint cette beauté du Val-de-Loire et du fleuve. Donc, je vais démarrer effectivement en évoquant rapidement ce Val-de-Loire. Ce Val-de-Loire qui fut longtemps un ancrage du royaume capétien. Ce Val-de-Loire fut, à l'époque de ce royaume capétien, une succession de frontières féodales que les vassaux du roi de France n'ont eu de cesse de se disputer les possessions. Et puis, à l'issue de la guerre de 100 ans, la paix et la prospérité étant revenues, le pouvoir royal, qui s'est consolidé et affirmé, va s'installer dans le Val-de-Loire jusqu'à la fin du XVIe siècle. Ce Val-de-Loire connaît dès lors un important développement économique et politique et devient une ère culturelle majeure de rencontres et d'influences entre l'Italie, la France et les Flandres. La prospérité économique va persister, en particulier grâce au trafic commercial sur la Loire devenant une sorte d'artère du royaume de France au XVIIe et XVIIIe siècle. Le fleuve est en effet devenu un axe majeur de communication et de commerce depuis la période gallo-romaine jusqu'au XIXe siècle. Ce développement commercial le long du fleuve Loire va favoriser le développement économique de la vallée et des villes le long de cette vallée. L'histoire de la France et de l'Europe occidentale depuis le Moyen-Âge est ainsi illustrée par les très nombreux édifices présents dans le Val-de-Loire. Ils ont ponctué le cours et en ont fait sa célébrité. Ce sont les abbayes bénédictines de Fontevraud, de Saint-Benoît-sur-Loire, les églises ogivales de Blois, de Camp de Saint-Martin, les châteaux qui ont été dans un premier temps au Pied gallo-romaine, puis forteresses médiévales, et qui sont transformées ensuite à la Renaissance en demeures d'agrément, avec leurs somptueux jardins. Ce sont Amboise, Blois, Chaumont, Azel-Rideau, Villandry, que vous connaissez bien. Ce patrimoine monumental exceptionnel, associé au paysage environnant et à la qualité spécifique de la lumière, de la nébulosité confère au Val-de-Loire, ce caractère si particulier dont parle Maurice Genevoix. J'évoquerai à plusieurs reprises effectivement les écrivains. Maurice Genevoix, originaire de Dessy sur les bords de la Loire et qui vécut longtemps à Saint-Denis-de-l'Hôtel, à proximité de Châteauneuf-sur-Loire, mais également, j'évoquerai aussi Charles Péguy, originaire d'Orléans. Donc Maurice Genevoix décrit ainsi ce Val-de-Loire. En même temps que les nuages du ciel de la Loire reflètent des châteaux
blanc comme le tuffeau de son lit, des terrasses fleuries de géranium et de glycine, rouges comme les coquelicots de ses landes, mauves comme les campatules sauvages. Charles Péguy évoque aussi cette succession de châteaux dans ce Val-de-Loire. Il décrit ainsi le long du coteau courbe et des nobles vallées, les châteaux sont semés comme des reposoirs. Et dans la majesté des matins et des soirs, la Loire et ses vassaux s'en vont par ses allées. Nous allons donc effectivement nous intéresser à ce tronçon du Val-de-Loire depuis Gien, c'est-à-dire effectivement depuis le moment où la Loire s'incurve vers l'ouest pour remonter jusqu'à Orléans, jusqu'à ce que Péguy a appelé son encourbement. Son encourbement, c'est le point d'extrême nord de la Loire, Orléans, la ville d'Orléans. Et donc, nous allons remonter ainsi la Loire depuis Orléans jusqu'à Gien. C'est en effet vers Gien que la Loire n'est plus ce fauve sage qui suit sa route, mais divague à sa guise. On parle de ce tronçon comme du Val des Méandres. Je sais pas, vous voyez sur la carte, on aperçoit effectivement, on voit bien entre Gien et Orléans, comment le lit du fleuve n'est plus aussi rectiligne. Il passe par une succession de méandres. On appelle donc ce Val, cette partie du Val de Loire, le Val des Méandres. Le fleuve élargit sa vallée et la modèle. L'ampleur du lit fluvial, les larges méandres qui la parcourent, la topographie de la plaine alluviale font une certaine spécificité de ce tronçon entre Gien et Orléans. Des changements se sont en effet opérés dans la nature du sol, mais aussi dans la transparence de l'air, la réfraction de la lumière, la couleur des aubes et des couchants. C'est aussi vers Gien que commence à la fois la forêt d'Orléans, au nord de la Loire, et la Sologne. Forêt d'Orléans et Sologne qui constituent en quelque sorte un écrin à ce tronçon du Val-de-Loire. Séparés par la Loire, par le fleuve, et malgré une géologie semblable, elles diffèrent dans leurs caractéristiques. Au nord, la forêt d'Orléans est compacte, homogène, tandis qu'au sud, la Sologne s'éparpille en une série de bois entrecoupés de landes, d'étangs et de parcelles de culture. Entre les deux, le Val d'Orléans bénéficie des riches dépôts de limon apportés par le fleuve, créant ainsi une parenthèse fertile propre à la culture. La configuration unique de cette partie du Val-de-Loire a donc pour particularité l'élargissement du lit majeur, au cours duquel la faible résistance du sol et la faible pente ont permis les divagations du fleuve et la formation de ses méandres, d'où son appellation le Val des Méandres. Ces larges boucles constituent une singularité à l'échelle de la Loire moyenne. Événement atypique entre le cours rectiligne du fleuve, en aval et en amont. Ces méandres successifs ont aussi modifié son cours qui longe la vallée, passant d'un versant à un autre, par exemple du versant sud pour rejoindre le coteau nord au niveau de Châteauneuf-sur-Loire. Dans ce Val des Méandres, le réseau hydrographique est très diversifié. Au lit du fleuve se superpose un réseau fin et ténu de fossés et de petits rus. Le lit principal de la Loire est bordé par un bourrelet sableux qui isole partiellement le fleuve de sa dépression latérale. Jacques Lacarrière, écrivain contemporain que l'on connaît davantage pour ses écrits sur la Grèce, grand spécialiste de la Grèce, mais qui, sans être né à Orléans, a passé toute son enfance et sa jeunesse à Orléans, a écrit de merveilleuses pages sur la Loire. Il décrit ainsi les méandres de cette partie de la Loire. À partir de Quilly, à proximité de Gien, la Loire s'incurve en une série de courbes plantureuses, de rondeurs affirmées, de déhanchements répétés, où elle peut faire état de son galbe aquatique. On ne saurait découvrir ici signe plus évident de sa féminité. Méandre est synonyme d'ondulation, de sinuosité, d'incurvation.
Il n'est pas repli comme chez les serpents, mais au contraire déploiement, desserrement, déhanchement, il est l'ornement des rives. Le fleuve présente ici, dans cette partie, dans ce tronçon du Val des Méandres, son aspect le plus naturel, le plus sauvage, avec ses larges espaces de nature qui font la richesse du fleuve. La forêt alluviale, sur les îles et les marges du fleuve, qui marque le paysage, consiste en un boisement situé entre l'eau et la terre. Elle est très dépendante du fonctionnement du fleuve, qui lui apporte les éléments nécessaires à son développement. Elle joue aussi un rôle important en matière d'épuration des eaux fluviales qui viennent se déverser dans le cours du fleuve. Ces espaces naturels accueillent aujourd'hui une biodiversité remarquable, avec leurs prairies humides et la végétation présente sur les sables. Le peuplier noir, le saule, le frêne, l'orme parcellent les rives. Ces arbres de verdure abritent aussi toutes sortes de lianes, dont le houblon, la clématite ou le lierre. On y rencontre aussi une faune importante, dont plusieurs espèces sont protégées, comme le castor d'Europe, qui a établi son territoire, ou la loutre, qui est apparue récemment. On peut aussi observer une très grande richesse d'espèces d'oiseaux, le rare balbuzard pêcheur, le héron cendré, les grettes garzettes et les colonies nicheuses de bureaux gris, de sternes et de mouettes. Mais tout au long des rives de la Loire, celles-ci sont ponctuées de villes, de villages et de bourgs, souvent dominés par leur clocher, par le clocher de l'église, et qui se sont structurés à partir du fleuve. Ils ont été des ports à l'époque où le fleuve transportait des marchandises. Ces villes et ces bourgs, qui ont été des ports à l'époque de la navigation sur la Loire, ont conservé leurs quais, donnant lieu à un front bâti continu. Les édifices se sont organisés la plupart du temps autour d'une voie principale, perpendiculaire au fleuve, parfois monumentale, comme c'est le cas à Orléans, parfois prolongée par un pont qui traverse la Loire. Les volumes, l'ordre des édifices, la tonalité des coloris, des matériaux qui ont été utilisés, le raffinement des constructions anciennes dégagent une grande homogénéité et une harmonie d'ensemble caractéristique d'un savoir-faire ancestral. Dans les villes, dans les villages, dans les hameaux, les constructions caractéristiques du Val-de-Loire sont rarement isolées. Elles font partie d'un ensemble de bâtiments répartis autour d'une cour fermée et regroupant la maison d'habitation et des bâtiments annexes à usage agricole. Les façades des maisons présentent la plupart du temps une grande symétrie, témoin d'un art de bâtir de la région, notamment dans les ouvertures. Les soubassements et l'entourage des portes et des fenêtres sont en pierre taillée, tandis que les murs sont en moellon enduit. À l'arrière, à l'opposé de la cour, les maisons disposent souvent d'un jardin ou d'un parc boisé. Parc boisé, jardin parc boisé, c'est évidemment aussi l'une de ces caractéristiques
Voilà. D'accord. Merci. Excusez-moi pour ce désagrément. Je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé. Il y a une coupure d'Internet qui m'a bloqué le système. Donc, nous évoquions la navigation sur la Loire. Et donc, j'évoquais en effet que la Loire était devenue un axe de transport très important qui permettait de faire remonter et descendre les marchandises, puis après d'emprunter une voie terrestre pour diffuser vers Paris ou vers le reste du territoire. Et donc, la marine s'est développée dans un premier temps à voile, et puis, à partir du début du 19e siècle, en 1820, on est passé à la navigation à vapeur. Il fallait en effet résoudre la problématique du vent vécue par les installations des bateaux à voile. Et donc, on est passé à la vapeur et on a continué à transporter les marchandises et les hommes, mais la vapeur a évidemment fait concurrence à la marine traditionnelle. Il s'agissait de bateaux à eau, à fond plat, avec une cheminée inclinable pour passer sous les ponts. Quelques années plus tard, on a conçu des nouvelles chaudières et modifié les bateaux, et on a donné naissance à des bateaux qu'on a appelés les inexplosibles. Donc une première compagnie de construction s'est fixée à Orléans. Le pont d'Orléans et ses quais, réaménagés dans les années 1830, ont connu une activité très importante. Mais en 1843, le train est arrivé en gare d'Orléans, puis effectivement en gare des Aubrais, et la Loire va se trouver face à une forte concurrence avec le transport par le train. Et ce fut effectivement le déclin de la marine de Loire qui, à partir de ces années 1843, va connaître une baisse progressive d'activité. Donc on a effectivement sur cette deuxième diapositive, on voit les bateaux à voile qui ont remplacé progressivement les bateaux à vapeur, qui ont remplacé progressivement les bateaux à voile. Orléans, ville principale de ce tronçon de la Moyenne-Loire, a eu un passé riche qui remonte à l'Antiquité, notamment en raison de sa position stratégique. La Loire, franchissable à cet endroit, est à l'origine d'une première ville à l'époque des Romains, Cénaboum, première cité implantée sur la rive nord du fleuve. Et puis, conquise par César, la cité change de nom, elle devient Aurelianus, un nom qui va changer au gré de l'évolution phonétique jusqu'à devenir Orléans. Durant le Moyen Âge, Orléans occupe une place centrale dans le royaume des Francs, sous le règne des fils de Clovis. Elle devient le centre d'un des 4 royaumes du territoire franc. Au cours du XIIe siècle, la ville continue de prendre de l'importance grâce à sa proximité avec Paris, qui s'impose alors comme la capitale du royaume, mais aussi grâce à sa position stratégique pour le commerce. Au XIVe siècle, la ville va accueillir une université qui deviendra très importante plus tard. Elle va notamment accueillir Calvin, qui va venir étudier et écrire une partie de ses écrits au sein de l'université d'Orléans. Puis, c'est la guerre de Cent Ans. Et Orléans,
lors de la guerre de Cent Ans, est un enjeu stratégique entre les possessions anglaises au nord de la Loire et celles du Dauphin au sud. Elle possède aussi, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est une position stratégique, puisqu'elle possède l'un des deux ponts sur la Loire, l'autre étant à Angers, le pont d'Orléans étant protégé par une bastille. La ville est bien défendue, comme on le voit et comme on l'a vu sur la diapositive précédente, par un ensemble de remparts, 3 km de remparts qui ceinturent la ville. Mais les Anglo-Bourguignons, durant cette guerre de Cent Ans, réunissant, pour réunir leurs forces, toutes leurs forces disponibles, et vont attaquer la Bastille et s'en emparer le 24 octobre 1428. Dès lors va commencer le siège d'Orléans. Toutefois, les Anglais étant trop peu nombreux pour encercler la ville, ils vont se contenter de la ceinturer par cette série de bastilles, comme on le voit sur la diapositive, qui vont ceinturer la ville d'Orléans et à partir duquel les Anglais vont tenter d'assiéger la ville. Mais la ville d'Orléans, les troupes d'Orléans qui protègent la ville sous la direction de Dunois vont se défendre. Et après une tentative défaite des troupes orléanaises, tentative malheureuse, cette fameuse journée des harengs, la capitulation d'Orléans semble n'être plus qu'une question de jours et risque d'anéantir les dernières chances de Charles VII et de la dynastie des Valois. Jeanne d'Arc, qui est arrivée de Vaucouleurs, à Chinon, convainc le dauphin de lui confier une troupe et, en longeant la Loire, va se diriger vers Orléans, où elle entre le 29 janvier 1429, accompagnée de ses fidèles compagnons. Comme on le voit sur ce tableau qui apparaît sur la diapositive, le diapo de gauche, c'est l'entrée de Jeanne d'Arc dans Orléans par le peintre Jacques Scherer, tableau qui se trouve actuellement au musée d'Orléans. Et après plusieurs sorties à la tête de ses troupes, Jeanne va obliger l'ennemi à s'enfermer dans ses bastilles qui ceinturent la ville. Les assiégeants deviennent alors les assiégés. Et au cours des jours suivants, le 4 mai, Jeanne est subitement réveillée par son page qui lui rapporte que l'on se bat autour de la Bastille de Saint-Loup, la moins bien gardée par les Anglais. Brandissant son étendard, elle donne l'assaut et les Orléanais, avec Jeanne à sa tête, emportent la Bastille. Le surlendemain, entre les 2 jours, c'était le jour de l'Ascension, et Jeanne n'a pas voulu se battre durant le jour de l'Ascension. Le surlendemain, c'est la prise du fort des Augustins. Et le jour suivant, Jeanne et ses troupes attaquent la dernière Bastille, celle des Tourelles, qui protège le pont. Elle est blessée d'une flèche à l'épaule, et quand le soir tombe, les assaillants français sont épuisés, et l'on s'apprête à donner le signal de la retraite. Mais Jeanne donne le signal d'un assaut final, et la Bastille est prise. C'est le tableau de droite de Juliette Neveu, qui est conservé au Panthéon. C'est la victoire. Orléans est libéré, et c'est donc le début de la fin de la guerre de Cent Ans. Après cet épisode du siège d'Orléans et de sa libération par Jeanne d'Arc, la ville d'Orléans va connaître un développement important après la guerre de Cent Ans. À la Renaissance, la ville bénéficie de la vogue du Val-de-Loire prisée par le roi et sa cour. De nouveaux édifices d'influence italienne, de style Renaissance, vont apparaître dans la ville, mais la guerre de religion n'épargne pas Orléans. Orléans est devenue l'une des principales villes de la Réforme. Jean Calvin y a rédigé une partie de ses écrits. Au XVIIe et XVIIIe siècle,
la ville continue à prospérer et à se développer, notamment compte tenu de sa position géographique, stratégique, au carrefour de deux axes, l'un fluvial, la Loire, et l'autre nord-sud, routier. L'activité du port est si importante que, passant par Orléans, La Fontaine n'hésite pas à comparer le port d'Orléans, en plus petit, à celui de Constantinople. Et alors que le pont médiéval des Tourelles menace de s'effondrer, Louis XV décide la reconstruction d'un nouveau pont à arches, comme on le voit sur la gravure. Ce pont, terminé en 1760, la marquise de Pompadour, se rendant dans son château de Ménard, est la première à l'emprunter. Et on connaît l'histoire qui fait dire que ce pont est bien solide, puisque ce jour de son inauguration, il a porté le plus lourd fardeau du royaume. J'en viens maintenant à la cathédrale d'Orléans. Cathédrale particulière parce que démarrée, construite, les premières constructions datent de l'époque romane, puis gothique, mais elle s'est achevée plus tard, puisqu'en fait, elle a été inaugurée que seulement au XIXe siècle. Avant la construction de l'actuelle cathédrale, un certain nombre d'actes attestent de l'existence d'une cathédrale dès le VIe siècle. Cathédrale royale, Charles le Chauve, Robert le Pieux, Pie du Capet et Louis le Grand y furent sacrés rois de France. À ce premier édifice ont succédé une cathédrale romane, puis un édifice gothique dès la fin du XIIIe siècle, s'inspirant d'édifices gothiques calqués sur le modèle de la cathédrale d'Amiens. La construction de la cathédrale, qui s'est poursuivie sur les siècles suivants, a été interrompue, ou du moins ralentie, à l'époque de la guerre de Cent Ans. Et après le siège d'Orléans, les travaux ont repris dans la deuxième moitié du XVe siècle. Ils se sont poursuivis au XVIe, avec l'édification des deux travées de la nef. Et lorsque la ville passe aux mains des protestants, une grande partie de l'édifice est assez largement détruit. Il ne subsiste que les chapelles de son chevet. Sa construction actuelle a en fait été entreprise dès le début du XVIIe siècle par la volonté du pouvoir royal. Henri IV et la reine Marie de Médicis en posent la première pierre en 1601. Et sa construction, à l'origine de style gothique flamboyant, va donc se poursuivre dans ce XVIIe siècle et surtout au siècle suivant, sous l'impulsion de Louis XIV, par l'apport d'une touche classique, notamment avec l'édification du portail principal surmonté des deux tours. La Révolution suspend les travaux des tours qui reprennent en 1817. Et finalement, c'est le roi Charles X qui va inaugurer la cathédrale, enfin achevée. L'inauguration a lieu le 8 mai 1829 pour célébrer, en même temps que c'était la célébration du 400e anniversaire de la délivrance d'Orléans par Jeanne d'Arc. Un perron monumental prend place devant la cathédrale, face à la percée de la nouvelle rue Jeanne d'Arc et à la création du grand parvis. Cette cathédrale sera la dernière cathédrale gothique construite en France. Elle compte parmi les 5 plus vastes de France, 140 mètres de long, 53 mètres de large, avec une flèche culminant à plus de 100 mètres. Mais je vais évoquer seulement 2 aspects de la cathédrale. Un aspect qui est aujourd'hui assez peu connu parce que c'est une découverte récente. On l'a découvert effectivement il y a quelques années, il y a une petite dizaine d'années, un peu plus de 10 ans.
une fresque médiévale datant du XIVe siècle qui était cachée dans la sacristie. Et donc, je vais vous présenter cette fresque du XIVe siècle qui évoque la passion du Christ et qui était cachée derrière un meuble de la sacristie et qu'on a pu mettre au jour récemment. Cette passion du Christ, des corps peints de la sacristie, a été longtemps restée dissimulée, donc derrière un ameublement, et elle est aujourd'hui une des dernières découvertes qu'on a pu faire dans cette cathédrale. Elle date de la fin du XIVe siècle, et donc elle décrit en 4 scènes la passion du Christ. La première scène, à gauche, représente le Christ quittant Pilate et emmené par les bourreaux vers son supplice. La deuxième, c'est la scène de la flagellation. La troisième, la crucifixion. Et la quatrième et dernière scène est constituée par la déploration. Comme on le voit, une muraille crénelée délimite en partie basse les différentes scènes. Les personnages, aux attitudes expressives, se détachent sur un ciel bleu dans la partie supérieure et se tiennent sur un sol semé de fleurettes et de plantes. On voit de manière plus précise sur cette diapositive et la suivante les différentes scènes et la qualité de cette fresque de l'époque médiévale du XIVe siècle. On voit la richesse des coloris, ce bleu, ces rouges, et puis les détails de fleurs qui apparaissent sous les personnages. Malheureusement, les 2 dernières parties de la scène de la Passion sont très largement estompées, notamment la déploration et en partie la crucifixion. Je voudrais également évoquer un autre aspect important de la cathédrale d'Orléans. Ce sont ces vitraux qui décrivent l'histoire de Jeanne d'Arc. Une série de vitraux qui mettent en scène les différents moments de Jeanne d'Arc, de la vie de Jeanne d'Arc, depuis effectivement le moment où elle entend l'archange venir vers elle, jusqu'à son bûcher. Cet ensemble de vitraux ont été voulus par l'évêque d'Orléans au XIXe siècle, Monseigneur du Panloup, évêque important d'Orléans, qui, au milieu du XIXe siècle, a imaginé de passer commande d'une série de vitraux pour effectivement décrire la vie de Jeanne d'Arc. Malheureusement, il est décédé avant de pouvoir mener à bien son projet, et c'est son successeur, Monseigneur Couillet, qui reprit le projet en lançant en 1879 un concours auquel prirent part 13 peintres verriers. Malheureusement, à ce concours, aucune suite ne fut donnée. Il a fallu relancer un deuxième concours 13 ans plus tard, en 1892, avec comme indication pour les candidats souhaitant prendre part au concours de se rapprocher de l'art du XVe siècle. Donc d'imaginer des dessins se rapprochant de l'art médiéval. 12 peintres verriers ont été candidats, parmi lesquels des noms importants comme Albert Maignan. Après qu'on ait exposé l'ensemble des projets des candidats à l'École des Beaux-Arts de Paris, puis à Orléans, le jury, au sein duquel figuraient des membres importants, des peintres importants, Puvis Chavannes, Bouguereau, sélectionna le projet du peintre Jacques Galland, associé au maître verrier Esprit Gibelin. Et donc ce sont 10 vitraux répartis pour moitié de chacun des bas côtés de la nef qui ont représenté 10 scènes de la vie de Jeanne d'Arc. L'apparition des voix à Don Rémy, de Vaucouleurs à Chinon, la rencontre de Charles VII à Chinon, l'entrée à Orléans, la prise des tourelles, le recueillement de Jeanne d'Arc dans la cathédrale pour rendre grâce à Dieu, le sacre de Charles VII à Reims, la capture de Jeanne à Compiègne, son emprisonnement et enfin sa mort
sur le bûcher. À l'issue des résultats du concours, on a prétendu que les cartons réalisés par un autre concurrent, Eugène Grasset, cartons qu'on voit sur la diapositive et qui sont aujourd'hui conservés au musée d'Orsay, auraient en fait été unanimement reconnus comme étant les meilleurs. Mais que c'est sur l'intervention de Charles Gounod, grand-père de l'épouse de Galland, qui était l'un des concurrents, mais qui a gagné le concours, et c'est grâce à l'intervention de Jacques Gounod que Galland aurait emporté le concours. Le critique Arsène Alexandre, à l'époque, a déclaré « Ceux qui n'ont pas senti la beauté esthétique et technique des cartons et maquettes pour le concours de Jeanne d'Arc, ou qui, sentant cette beauté, ont passé outre, sont coupables d'un des plus criants dénis de justice qu'on puisse citer dans l'histoire artistique de ce temps. » Entre 1900 et 1903, on réalisa dans une autre église, à La Châtre, un ensemble de vitraux reprenant les cartons de Grasset et notamment décrivant effectivement différentes scènes de Jeanne d'Arc, dont Jeanne au sacre de Charles VII. Diapositive qui ne montre pas un incendie de la cathédrale, mais une tradition qui se perpétue tous les ans dans la cathédrale, c'est l'embrasement des tours de la cathédrale. À l'occasion des fêtes de Jeanne d'Arc, le 8 mai, tous les ans le 8 mai, la veille du 8 mai, dans la soirée, dans la nuit, on embrase les tours de la cathédrale pour un spectacle tout à fait fantastique. Nous remontons la Loire, nous quittons Orléans et nous remontons la Loire pour une première étape à Châteauneuf. Châteauneuf-sur-Loire fut une possession des rois de France depuis le XIe siècle. Elle fut une résidence, le château fut une résidence capétienne importante, notamment en raison de l'attrait de la Loire et du vaste massif forestier qui borde la ville au nord, important terrain de chasse pour les rois. Le château a été reconstruit sous Philippe le Bel, qui séjourna à de nombreuses reprises, puis embelli par la suite par Louis Ier d'Orléans à la fin du XIVe siècle, et il fut alors peu à peu délaissé jusqu'à sa reprise au XVIIe siècle, qui donna lieu à une reconstruction totale d'un nouvel édifice, accompagné de jardins. Et ce nouvel édifice et ces jardins ont complètement transformé la physionomie du château précédent. Le château est par la suite acquis par le duc de Penthièvre, petit-fils de Louis XIV et de Madame de Montespan. Après la Révolution, il est racheté et devient ultérieurement le siège de la mairie, mais il abrite aussi un musée, le musée de la Marine de la Loire, qui présente l'histoire de la marine pour laquelle Châteauneuf-sur-Loire fut un port important. Lors de la construction de l'actuel château, à la fin du Xe siècle, on a aménagé un jardin à la française, inspiré des plans de Lenôtre. Puis au XIXe siècle, à l'occasion d'un changement de propriétaire, le nouveau propriétaire transforme ce jardin en un parc à l'anglaise. Il fait appel à un botaniste réputé, Charles Huillard-Desroux, qui introduit de nombreuses essences exotiques, particulièrement rares. Et le parc, que l'on peut admirer aujourd'hui, comprend de nombreuses espèces d'arbres impressionnants, dont des magnolias géants, des tulipiers, une très vaste allée de rhododendrons, comme on peut le voir sur cette diapositive. Et tout ça fleurit effectivement au printemps et donne une ambiance particulièrement intéressante. Remontant la Loire, mais nous écartons un peu du bord de la Loire, nous découvrons cet oratoire carolingien de Germigny-des-Prés. L'oratoire de Germigny-des-Prés, oratoire de l'abbé Théodulphe, abbé de Fleury,
qui deviendra plus tard évêque d'Orléans, nous ramène par sa période de construction à Charlemagne, aux années 1800. Mais en même temps, à tout un pan de notre histoire commune avec d'autres pays. Son plan, dit centré, évoque la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle, mais aussi des constructions d'Italie, de Grèce, ou plus loin d'Arménie. Sa mise en œuvre se rapproche des premières constructions élaborées en pierre dans la Gaule, et son décor rappelle l'Italie des stucs ou les mosaïques byzantines. L'oratoire ouvre aussi sur un vaste monde. En dépit des restaurations importantes du XIXe siècle, l'église de Germigny-des-Prés reste un jalon unique dans l'histoire de l'architecture, sans doute un des témoins les plus anciens d'une église conservée en France. Si l'édifice est mentionné dès le XVIIIe siècle dans des histoires locales, c'est seulement au XIXe siècle qu'il fait l'objet d'une attention particulière. Il est redécouvert par Mérimée, qui mandate l'architecte des monuments historiques du département du Loiret, Albert Delton, pour mener des recherches sur l'édifice, engager son classement dans la première liste des monuments historiques en France et étudier une première campagne de restauration. Dans sa découverte, on a établi son lien avec la chapelle médiévale impériale de Charlemagne. L'église aurait d'abord été l'oratoire de la villa de l'abbé de Fleury, Théodulphe, qui fut un des conseillers importants de Charlemagne et qui aurait voulu ainsi créer sur ces terres un pastiche de l'ensemble abbatial d'Aix-la-Chapelle. Dès son classement, l'église de Germigny-des-Prés est vue comme particulièrement remarquable dans le patrimoine français, comme étant l'un des monuments les plus anciens de France. Elle va dès lors faire l'objet de restaurations importantes, sous la responsabilité de Mérimée, qui suit les travaux depuis Paris. Si la première phase de restauration se limite à réparer et à consolider l'édifice, la seconde, dirigée par l'architecte Juste Litsch, disciple de Viollet-le-Duc, entreprend une restauration plus radicale pour en faire une sorte d'archétype de l'architecture religieuse du IXe siècle. On a pu récemment qualifier l'édifice comme l'avènement d'un monument carolingien du XIXe siècle. Le décor intérieur de l'oratoire occupe dans l'art carolingien une place particulière. La mosaïque absidiale constitue le point focal d'un ensemble décoratif comprenant également des stucs à motifs géométriques. Sur la conque de la mosaïque est représentée l'arche d'alliance, sur laquelle sont posés deux chérubins aux ailes déployées, tandis que deux autres figures angéliques, beaucoup plus grandes, encadrent le motif central et le désignent du doigt. Entre leurs ailes, dont les extrémités s'entrecroisent, au sommet de la voûte, apparaît la main divine, et une inscription en lettres d'or, sur fond bleu, forme une frise soulignant la scène. Cette inscription dit la chose suivante: contemple ici le saint propriatoire. Propriatoire, c'est le couvercle de l'arche d'alliance, et les chérubins, et voient comme brille l'arche d'alliance de Dieu, et voyant cela, en t'efforçant par les prières de toucher celui qui donne, à ceci, je te le demande, Théodulphe, à tes vœux. L'interprétation qui a été faite de la mosaïque conclut qu'il s'agit d'une illustration des différentes évocations publiques de l'arche dans le livre de l'Exode, lorsque les mesures et l'environnement décoratif de l'arche ont été donnés par Dieu à Moïse. L'arche d'alliance, enfermant les tables de la loi, les 10 commandements, symboliserait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Nous poursuivons la remontée de la Loire et découvrons à l'occasion de ce méandre, dans cette courbe, l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Je laisse à Maurice Genevoix la description de cette découverte dans cette courbe de la Loire, cette découverte de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Le fleuve, sous la lumière oblique,
déployait une courbe nouvelle, la plus exquise et comme la plus tendre. Et c'est alors que je vis se lever, agrafant sa double croix latine et la flèche de son clocher à cette campagne des hommes, patiemment ourdie et tissée, souple et légère, comme un manteau de soie, la basilique de Saint-Benoît. Elle aussi, elle d'abord, elle était à sa juste place, blanche, bleue, allègre, d'une jeunesse que 10 siècles n'avaient point fanée, paisible, assurée, rayonnante, toute sa présence, signe de l'âme, offrande au ciel, élévation. L'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire est un lieu emblématique du Val-de-Loire. Elle est au cœur de l'histoire de la France, comme témoin et comme acteur depuis la haute antiquité jusqu'à nos jours. L'arrivée au sein du monastère des reliques de saint Benoît de Nursie, saint patriarche de l'Occident, est à l'origine de la renommée de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Les religieux, les rois vont largement contribuer à enrichir et à développer l'abbaye, qui se retrouve aussi, ainsi au centre du rayonnement de la chrétienté occidentale. Cependant, les chaos de l'histoire, à différentes époques, sont traduits par des destructions, des pillages, des abandons momentanés des moines, mais à chaque fois, les moines ont reconstruit et toujours l'abbaye est ressortie de ses ruines. Saint-Benoît-sur-Loire s'est imposé au cours des siècles comme un symbole de rayonnement culturel, spirituel et intellectuel, mais aussi de magnificence architecturale. La première mention d'un monastère vivant sous la règle de Saint-Benoît apparaît en Gaule vers 620. Peu de temps après, quelques moines s'établissent sur la rive nord de la Loire, en amont d'Orléans, sur une petite butte proche d'un village dénommé Fleury. Puis, c'est le transfert dans ce premier monastère des reliques de Saint-Benoît qui va dès lors procurer un rayonnement important à l'abbaye. Au Xe siècle, tout en gardant son indépendance, elle est rattachée à Cluny. Jusqu'au XVe siècle, elle vit une période d'apogée au cours de laquelle la basilique est construite. Puis, malheureusement, ce sont des pillages durant les guerres de religion. Une certaine accalmie à l'époque de Richelieu, puis la Révolution française, durant laquelle la communauté se disperse. La vie monastique reprend de 1865 à 1903, quand de nouveau les moines sont expulsés. Leur retour s'effectuera en 1944. La basilique fut bâtue en strates successives, dont elle possède les traces dans ses fondements. La tour-porche, que l'on voit à gauche sur la diapositive, fut le premier édifice construit au XIe siècle. Puis le sanctuaire et la crypte aménagée au Xe siècle, l'élévation de la nef au XIIIe siècle, vient achever la composition de l'ensemble. Le monument, tel qu'il est aujourd'hui, témoigne des évolutions continues des modes et des techniques de construction durant 3 siècles, du XIe au XIIIe siècle. L'architecture de la basilique illustre ainsi le passage très progressif de l'art roman à l'art gothique, tel que le prouve le remplacement des voûtes en berceau par des voûtes d'arêtes. Malgré ces évolutions, il règne néanmoins dans tout l'ensemble l'édifice une très grande harmonie, les diverses périodes s'assemblant selon un plan qui semble avoir été déterminé à l'avance. La tour-porche a été voulue, construite par l'un des prieurs de Saint-Benoît, prieur important de Saint-Benoît, l'abbé Gosselin. On dit qu'il était le fils présumé du Capet, qui eut pour ambition de construire une sorte de glorieux signal du monastère, le phare de la chrétienté. Une tour qui, par son élévation et la beauté de son architecture,
soit célèbre dans toute la France. La tour fut achevée au milieu du XIIe siècle et étant alors indépendante de l'église. Ce ne sera qu'au XIIIe siècle que la nef de la basilique rejoindra la tour. Elle est constituée de 16 robustes piliers quadrangulaires qui portent des voûtes supportant l'étage supérieur. On l'a comparé à une futaie de pierre. Édifice majeur de l'architecture et de la sculpture romane, la tour-porche présente des chapiteaux remarquables par leur détail de sculpture et leur quantité. Plusieurs ateliers de sculpture ont façonné ces chapiteaux qui racontent des scènes de la Bible, comme cette scène de la fuite en Égypte. On voit une ferveur naïve qui se lit sur l'image sculptée, là délibérément raccourcie, pour que la Vierge, dont les pieds s'appuient sur un tabouret, ait avec Jésus et Saint Joseph le plus d'importance. Sur un autre chapiteau, on voit Abraham qui, d'un coup de glaive, se prépare à sacrifier Isaac. D'autres sont couverts de opulente végétation, de feuilles d'acanthe, qui rappellent les chapiteaux corinthiens introduits dans la Gaule par les Romains. Au niveau de la quatrième travée se trouve la porte latérale. Elle présente, sur la façade extérieure, une belle représentation de l'art du XIIIe siècle, avec dans sa partie inférieure 6 grandes statues des patriarches et des prophètes accolées au fût des colonnes. Son linteau illustre l'enlèvement du corps de Saint Benoît au Mont Cassin. Au niveau supérieur, un Christ en majesté trône, bénissant de la main droite et tenant dans sa main gauche le livre à 7 sceaux. Il est entouré des 4 évangélistes qui sont représentés à leur pupitre accompagnés de leurs symboles. Une fois passés les arcs et colonnades de la tour-porche, on pénètre dans la basilique et l'on embrasse d'un seul regard la profondeur et l'élévation de ce vaste monument. La haute perspective de la nef et du chœur ouvre sur un ensemble d'arcades et de voûtes de pierre aux décorations sobres. La nef à 7 travées est composée d'un vaisseau central avec croisées d'ogives et étroites fenêtres hautes. Les colonnes, ornées de chapiteaux sculptés, soutiennent la voûte. Le chœur est composé de 3 étages de colonnades en plein cintre. La majorité des chapiteaux, des colonnes, sont sculptés de scènes bibliques, de têtes d'animaux ou de végétaux. L'abbé Gosselin a aussi fait réaliser un magnifique décor de sol en marbre de porphyre qu'il avait fait venir d'Italie. Ce dallage, aujourd'hui apparent, a été redécouvert lors de fouilles récentes et il a été reposé autour de l'autel. Je ne voudrais pas quitter Saint-Benoît-sur-Loire sans évoquer Max Jacob. Max Jacob, poète, peintre, qui fréquenta la butte Montmartre, il rencontre Picasso, Braque, Matisse, Apollinaire, Modigliani. Max Jacob, qui s'est converti au catholicisme. Lors de son baptême, Picasso était son parrain. Après cette conversion au catholicisme, décide de quitter l'atmosphère parisienne et se retire pour une première fois à Saint-Benoît-sur-Loire en 1921, en l'absence des moines qui ont été expulsés au début du siècle. Lors de son premier séjour, il revient de temps en temps à Paris, mais il s'installe définitivement à Saint-Benoît-sur-Loire en 1936 pour y mener une vie monastique faite de recueillement, de prières et entretenant une correspondance importante avec ses amis. Le 24 février 1944, il est arrêté par la Gestapo, déporté à Drancy, où il décède en mars 1944, et son corps aujourd'hui repose à Saint-Benoît-sur-Loire. Dans ses derniers poèmes, qui sont parus peu après sa mort, Max Jacob évoque sobrement la Loire et l'abbaye.
Ma vue est bornée par un couvent déserté et une basilique en plein champ, jaune et rose, énorme, et plutôt assyrien ou égyptien que roman. J'y ai entendu, moi, tout seul, la messe ce matin à 6 heures. Et nous avons démarré cette évocation de Saint Benoît de Sauveur par Maurice Genevoix. Je vais la terminer également par Maurice Genevoix. Pour moi, pour Maurice Genevoix, s'il a été donné un jour d'éprouver par une œuvre des hommes le sentiment de l'exaltation et du parfait, ce fut pour la première fois sous les voûtes de Saint-Benoît. Nulle part ailleurs, je n'ai senti ce contentement intime, admirer l'union plus heureuse des proportions du rite et de la lumière, ni de l'homme avec le divin. Nous poursuivons cette remontée de la Loire jusqu'à Sully-sur-Loire et son château, important château, qui fut à l'origine une forteresse médiévale construite en bord de Loire et qui s'impose, comme on le voit sur la diapositive, par cette majestueuse stature, ses hautes tours, ses douves. Le château médiéval fut construit à la fin du XIVe siècle pour les seigneurs de Sully. Par la suite, on aménage un petit château qui lui est accolé, destiné à la vie quotidienne du châtelain et à sa famille. Puis, au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, le château est acheté par Maximilien de Béthune, que l'on connaît davantage sous le titre de duc de Sully, ministre d'Henri IV. Et Maximilien de Béthune, duc de Sully, ajoute quelques éléments d'architecture à l'édifice, notamment pour renforcer sa défense en cas d'attaque, mais aussi pour se projeter davantage des crues de la Loire. Et puis, il fait dessiner un parc à la française pour venir compléter l'édifice. Au cours des siècles suivants, le château souffre des soubresauts d'histoire, la Révolution française, un incendie qu'il ravage en 1918, les bombardements qui le mettent à mal en 1940. Mais malgré ces dommages, l'imposante forteresse est restée debout. Et entre les mains d'une famille, les descendants du duc de Sully, qui vont la garder jusqu'à la vendre au département du Loiret, qui possède aujourd'hui ce château de Sully. De nombreuses célébrités l'ont fréquenté. Si Henri IV n'y aurait jamais mis les pieds, ce ne fut pas le cas de Jeanne d'Arc, qui aurait dormi une nuit au château de Sully, de Louis XIV, d'Anne d'Autriche, qui séjournèrent en compagnie de Mazarin. On évoque aussi la présence de Voltaire dans ce château. Nous poursuivons, arrivons à Gien. La ville de Gien et son château ont surtout été marqués par la présence d'Anne de Beaujeu. En 1481, Louis XI donne le conseil de Gien à sa fille aînée Anne de Beaujeu. Elle fait alors de Gien l'une de ses résidences principales. Alors qu'elle est régente du royaume, la ville va s'embellir. Le château est reconstruit dans le style Renaissance, à la fin du XVIe siècle. Le pont est restauré, de même que l'enceinte fortifiée. On construit l'église collégiale Saint-Étienne et le couvent des Minimes. Gien se pare de beaux hôtels Renaissance. À la mort d'Anne de Beaujeu, le comté de Gien passe à sa fille unique Suzanne, puis après il passe de main en main. Pendant la Fronde, Anne d'Autriche, régente du royaume, Mazarin et le petit Louis XIV trouvent refuge au château alors que les armées royales sont vaincues par Condé. Turenne parvient à stopper l'arrivée de Condé à Pouilly-les-Giens. Le roi et son entourage peuvent alors se retirer. Édifié à la fin du XVIe siècle, le château a abandonné progressivement son aspect défensif de forteresse qu'il avait au Moyen-Âge
au profit du confort de la Renaissance. Après divers propriétaires, il est aussi acheté au XIXe siècle par le département du Loiret. Et depuis 1952, le château abrite un musée de la chasse qui présente des collections sur les techniques de la chasse au vol, chasse à courre, chasse au tir, et évoque l'histoire de la chasse dans le Val-de-Loire et les forêts d'Orléans et de Sologne. Le musée possède aussi une belle collection de peintures de Jean-Baptiste Oudry et d'Alexandre François Desportes sur, j'ai été un peu vite, sur les animaux et la chasse. Mais Gien, c'est aussi la faïence. Il existe une tradition de faïence importante à Gien, une faïencerie au XIXe siècle qui a développé un style particulier, assez ornementé, hérité de modèles anciens, avec notamment le modèle à la pivoine, que l'on voit à gauche, et les motifs Renaissance qui apparaissent sur la droite diapositive. Nous poursuivons à proximité de Gien, un peu à l'écart du cours de la Loire, à la Bussière. Le château de la Bussière fut, au Xe siècle, une forteresse importante, construite sur une base carrée, entourée de tours d'angle circulaires et de pièces d'eau, sur laquelle on avait construit des ponts-levis. Le château était bâti pour protéger la route commerciale qui reliait la Loire à la Seine sur la route de Lyon à Paris. Au XVIe siècle, il devient une demeure de plaisance et des travaux sont effectués pour lui donner l'aspect qu'il a aujourd'hui avec son appareillage de briques et de pierre en vogue à l'époque. La cour intérieure se transforme en cour d'honneur et on fait appel à le nôtre pour dessiner un jardin à la française, lequel est prolongé par un jardin potager. On creuse aussi l'étang devant le château pour en faire un miroir d'eau. On voit ici cet ensemble avec ce jardin à la française dessiné par le nôtre. Le château, encore aujourd'hui privé, abrite un musée de la pêche qui présente des objets d'art et des objets populaires liés à la pêche en eau douce. On voit par exemple sur la droite ce plat en émaux qui évoque, il n'est pas de Bernard Palissy, mais il évoque les émaux de Bernard Palissy. Voilà, je voudrais maintenant terminer en continuant d'évoquer les grands écrivains qui ont parlé de la Loire, du Val-de-Loire, de cette région, et en associant peintres et écrivains. Charles Péguy, dont j'ai parlé au début, dans sa présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, dit « Nous sommes nés pour vous au bord de ce plateau, dans le recourbement de notre blonde Loire, et ce fleuve de sable et ce fleuve de gloire n'est là que pour baiser votre buste manteau. Nous sommes nés au bord de ce vaste plateau, dans l'antique Orléans, sévère et sérieuse, et la Loire coulante et souvent limoneuse n'est là que pour laver les pieds de ce coteau. » Les peintres, William Turner a remonté la Loire depuis Nantes et a fait un certain nombre d'aquarelles de cette Loire. On voit ici une aquarelle, un coucher de soleil de William Turner sur la Loire, qu'on peut rapprocher, évidemment, du tableau de Monet, Impression, soleil couchant. Il est vrai que les impressionnistes ont découvert Monet, ont découvert Turner lorsqu'ils ont visité les musées de Londres et ont été fortement impressionnés par les peintures de Turner. Je vais maintenant vous montrer quelques aquarelles qu'il a fait sur Orléans. Après le succès qu'il a remporté à Londres pour sa série sur les rivières d'Angleterre, Turner décide de poursuivre son sujet de prédilection, les fleuves et les rivières, traversant les villes pittoresques. Il imagine de poursuivre sur la Seine, le Rhin, l'Elbe, le Danube, mais surtout sur la Loire, nonchalante et sauvage, qu'il envisage de représenter. Turner a 51 ans quand il se rend pour la 6e fois en France,
en 1826. Arrivé à Nantes, il entreprend de remonter la Loire jusqu'à Orléans avant de se rendre sur Paris. Depuis le bateau, ou à l'occasion de ses escales, il réalise de nombreux croquis d'ensemble, de détails d'architecture, des silhouettes de personnages, dont il fait après des aquarelles, parfois sur un support de papier coloré en bleu. De cette remontée de la Loire, il dessine un nombre impressionnant de croquis, dont il fait des aquarelles sur place ou une fois revenu à Londres. Ces dernières de la Loire représentent Orléans, vu depuis la rive sud ou depuis le bateau sur lequel il se trouve. Il va s'intéresser aussi à la cathédrale, dont il fait plusieurs aquarelles. En juin 1833, 7 ans après son voyage, il publie son recueil « Merveilles des bords de Loire ». Les gravures sont accompagnées d'un texte de son ami Ricci. On voit sur ces aquarelles cette foule vivante de promeneurs, de mariniers, attestant que les rives du fleuve sont des lieux de promenade autant que d'affaires. On découvre aussi sur cette aquarelle cette armada de bateaux alignés qui évoquerait presque un port de mer ou qui font penser aux gondoles de Venise. Et ces dernières aquarelles de l'intérieur de la ville avec la cathédrale et devant la cathédrale, ce bâtiment qui était l'Hôtel-Dieu qui est aujourd'hui disparu. Au XIXe siècle, quelques peintres régionaux ont été attirés par la Loire, qu'il s'agisse de Louis-Gabriel, le comte de Rojoux, d'Emmanuel Lancier, de Charles Pensée ou de Marcel Thomas Lavolée. Le plus connu est Édouard de Maupassant, originaire de Toulouse, élève de Cabanel, que l'on connaît davantage pour ses scènes de campagne ou ses œuvres orientalistes. On a vu récemment au musée Marmottan, dans l'exposition L'Orient rêvé, cette scène de hammam de Édouard de Maupassant. Édouard de Maupassant, qui avait acheté un château à proximité d'Amboise, s'est plu à peindre les rives de la Loire, l'eau du fleuve, ses reflets, les tiges des iris sauvages et des saules. Jacques Lacarrière, dont j'ai parlé précédemment, décrit ainsi le cours de la Loire. Le cours de la Loire est une suite de noces sereines, tourmentées, entre le sable et l'eau, où les eaux, comme le sable, peuvent se métisser. La Loire est tissée d'eau ligure, livaraise, lavéroise et nivernaise, et son langage, qu'enfant je croyais percevoir, en ses nombreux murmures, est véritablement un bruissement de gamètes. Nous poursuivons avec Félix Vallotton. Félix Vallotton, originaire de Suisse, mais qui a fait partie du groupe des Nabis, a séjourné à plusieurs reprises dans le Val-de-Loire, notamment en 1923. Et il a peint ce spectacle de ces bancs de Loire lors de l'exposition sur Félix Vallotton au musée d'Orsay en 1993, dans laquelle ce tableau était exposé. Claude Arnaud le décrivait ainsi. Ils sont beaux, ces bancs que les fleuves sculptent au gré des saisons. L'eau, le vent et les sables ne cessent d'y esquisser des formes mouvantes, dignes des biomorphes qui hantent nos rêves. Ils sont l'essence du vivant, de son étonnante fluidité. Une force mystérieuse travaille plus précisément ce banc. Le léger opiacé émanant de la nature semble insuffler des visions hautes en couleurs dans son sommeil. Et nous poursuivons avec Max Ernst, le surréaliste, qui a transposé en 1932 dans une île de la Loire le fameux tableau de Cabanel, Naissance de Vénus. Il nous livre ici une sorte de carte du tendre, dont la Loire serait le fleuve au cœur du jardin de la France. Et j'en viens maintenant à Olivier Debré. Olivier Debré, qui a vécu sur les bords de la Loire, à Amboise, et qui a donc livré une série de toiles
représentant, dans sa représentation qu'il se faisait de la Loire, Olivier Debré, qui aurait 100 ans cette année, fait actuellement l'objet d'une rétrospective très importante au musée des Beaux-Arts de Tours. Et donc j'illustre effectivement propose d'illustrer ces toiles d'Olivier Debré par des phrases de Maurice Genevoix. C'est Vergien que commence à la fois la forêt et la Sologne, mais c'est Vergien aussi que la Loire devient souveraine. Non plus seulement une rivière qui va sa route, mais un fleuve qui divague à sa guise, élargit sa vallée, la modèle, change la nature du sol, la transparence de l'air, la réfraction de la lumière, la couleur des aubes et des couchants. Je rêve d'une carte inédite où de telles lignes circonscriraient dans la douceur magique des teintes plates d'où fleurissent de si beaux puzzles et densités de poésie. Alors la Loire, au fil de ses méandres, drainerait le bleu de la densité la plus forte, vaporeux sur sa frange, comme le ciel de sa vallée. Là, c'est Jacques Lacarrière. S'il fallait donner un nom à la Loire, un nom qui lui convienne absolument, qui à la fois la définisse et l'auréole, un nom digne de la beauté de ses chemins d'eau et de la liberté de ses humeurs, digne aussi de ce qu'elle nous livre et nous cache en ses effusions saisonnières, je la nommerai la divagante. Et depuis qu'enfant, je l'ai découverte, j'ai toujours quelque part en moi, enclos d'images, de senteurs et de sons, un monde gerbier de songes. Et je conclus, j'en termine avec Charles Péguy. On a commencé avec Charles Péguy, on termine avec Charles Péguy. Le fleuve, aux inépuisables vagues de moire, aux grèves blondes, aux lignes souples, tantôt fougueux et plein comme un sauvage, et qui tantôt fait semblant d'être indolent, car il s'attarde à regarder l'un des plus beaux pays du monde. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a intéressé. Et donc, nous poursuivons par les prochains webinaires qui vont se dérouler dans les prochains jours. Demain, un webinaire qui vous parlera du Caravage, sur les traces du Caravage, par Laurent Abri. Puis vendredi, une évocation de Verdi par Pierre-Alain Maillet. Et samedi, c'est la suite des après-midi de l'histoire avec le 9e épisode sur Louis VII par Thierry Soulard. Et pour ma part, ceux que ça intéresse, je vais les retrouver avec plaisir mardi prochain, toujours dans ce tour du monde virtuel, mais nous quitterons la France pour la Hongrie, où j'évoquerai une période importante de la vie artistique en Hongrie, de l'architecture en Hongrie, l'âge d'or de l'architecture hongroise, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, avant la Première Guerre mondiale, à la recherche d'une architecture d'identité nationale, mais qui s'est développée aussi dans la peinture, dans les arts décoratifs, mais également dans la musique. Et donc cette époque est effectivement une époque d'effervescence importante sur le plan artistique, où l'ensemble des expressions artistiques vont se retrouver dans une approche commune. Donc j'aurai le plaisir de vous présenter durant ce webinaire cette période de la vie artistique en Hongrie à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Merci d'avoir suivi. Désolé pour cette interruption qui est malheureusement indépendante de ma volonté, et j'espère que ça n'a pas trop perturbé l'écoute de ce webinaire.